Nous recevons Chloé Ridel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parti socialiste et députée européenne. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Emmanuel Macron était hier à Washington pour rencontrer Donald Trump, qui affirme pouvoir obtenir la paix en quelques semaines. Est-ce crédible selon vous ? Mais Donald Trump, il espère obtenir la paix en cédant tout, en l'occurrence à Vladimir Poutine. Ce qui se passe sous nos yeux est assez inédit. Il y a un renversement d'alliance américaine contre l'Ukraine et donc contre l'Europe. Et ce renversement d'alliance, c'est d'ailleurs confirmé hier aux Nations Unies, puisqu'il y a eu le vote d'une résolution sur l'Ukraine. Et pour la première fois, les États-Unis ont voté contre avec la Russie. Donc il y a une volonté affichée par le président Trump de tout céder à Vladimir Poutine, alors même que celui-ci... C'est-à-dire céder les territoires qu'il a déjà conquis. Et en fait, oui. Mais ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, c'est qu'il a dit, d'accord, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, d'accord, les 20% du territoire ukrainien que vous avez illégalement annexé, ils sont pour vous. Donc il a cédé, ce soi-disant maître du deal et de la négociation, a tout cédé à Poutine en avance de phase. Et maintenant, c'est encore pire ce qu'il fait aux Ukrainiens, c'est qu'il ajoute à l'impérialisme russe un nouvel impérialisme, le sien, en exigeant 500 milliards des minerais du sous-sol ukrainien, en soi-disant remboursement de l'aide américaine à l'Ukraine, qui, je le rappelle, est de 130 milliards sur 3 ans. Donc il demande 500 milliards pour 130 milliards d'aides. Ça s'appelle du racket, du chantage. Et donc il faut que les Européens n'acceptent pas ça. On ne peut pas accepter que le peuple ukrainien, que la résistance ukrainienne, qui ont fait preuve d'un courage incroyable pendant 3 ans, se retrouve aujourd'hui l'objet du chantage américain, d'un impérialisme sur leurs ressources. Et si Zelensky est l'objet de ce chantage, c'est bien parce que jusqu'à présent, l'Europe n'est pas capable de remplacer les États-Unis au chevet des Ukrainiens. Alors justement, est-ce que vous diriez que Emmanuel Macron hier a porté la voix de l'Union européenne auprès de Donald Trump ? Oui, moi je considère que ce qu'a fait le président français hier est dans la continuité d'une position historique de la France. C'est-à-dire que là, on a une occasion de construire, de donner vie à une très vieille idée qui est celle de l'Europe de la défense et de la défense européenne. Cette très vieille idée était jugée farfelue par l'ensemble des pays européens, sauf la France. L'Allemagne, il y a encore pas si longtemps que ça, en 2018, disait « La défense européenne, l'autonomie stratégique, c'est une blague, c'est une idée farfelue ». Et aujourd'hui, devant les circonstances, on voit bien que du fait de la trahison américaine, il faut qu'on construise cette Europe de la défense, et en l'occurrence, la France avec l'Angleterre. Keir Starmer se rend aussi à Washington aujourd'hui. On est les seuls à avoir l'arme nucléaire, et donc à pouvoir remplacer, pour l'Allemagne et pour les pays d'Europe centrale et orientale, le parapluie nucléaire américain. Et l'Europe de la défense, elle a toujours à choper sur le fait que l'Allemagne était sous parapluie américain. Et si aujourd'hui ce parapluie américain ne vaut plus rien, que Donald Trump, comme il le dit, n'a plus envie de s'occuper de la sécurité européenne, il faut que nous nous en occupions, nous, en Européens, et c'est ça qui se joue dans les jours qui viennent et dans les semaines à venir. Mais vous, vous avez une vision assez mutualisée de la défense nucléaire française. C'est-à-dire, pour vous, elle devrait devenir européenne et ne pas rester non, c'est pas pure souveraineté française. C'est pas ça. Quand on parle de partage, par exemple, l'Amérique a une politique de partage nucléaire avec l'Allemagne, avec la Pologne, avec les États baltes dans le cadre de l'OTAN. Est-ce que les États baltes ont pour autant le doigt sur le bouton nucléaire américain ? Non. Qu'est-ce que c'est le partage nucléaire ? C'est pas une mutualisation de l'arme nucléaire, mais ça veut dire qu'on considère que notre dissuasion nucléaire ne vaut pas juste pour le territoire national, mais pour l'ensemble de l'Europe. Que ça aussi, ça fait partie de nos intérêts stratégiques vitaux. Et ça ne veut pas dire qu'on va perdre le contrôle sur notre arme nucléaire. C'est pas ça que ça veut dire. Vous pensez sinon que les États-Unis auraient fait ça depuis 70 ans ? Non. Donc faut arrêter avec les fantasmes qu'on a quand on dit parapluie nucléaire et partage nucléaire. En l'occurrence, c'est simplement remplacer le parapluie nucléaire américain en Europe. Et je trouve que ça aurait ce serait un symbole politique aussi fort que ce qu'avait été en 1950, au début de la construction européenne, la mise en commun du charbon et de l'acier. Mais qui est le plus dangereux selon vous ? Est-ce que c'est Donald Trump ou dans le fond Vladimir Poutine, dont certains disent c'est un tigre de papier, effectivement, sans l'aide des Américains, eh bien l'Ukraine va se retrouver un petit peu en difficulté. Mais, et je poursuis la question, est-ce qu'il ne faut pas, dans le fond, une paix, une guerre qui s'arrête, avec effectivement des concessions faites à Vladimir Poutine ?
Déjà, sur la question de la paix, les premiers qui souhaitent la paix, c'est nous. Et c'est en l'occurrence le président Volodymyr Zelensky qui, depuis le premier jour de l'invasion totale de son pays, avait proposé un plan de paix qui, légitimement, requiert le retrait des troupes russes de l'ensemble du territoire ukrainien. Là, ce que proposent Poutine et Trump, c'est une capitulation de l'Ukraine. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Et une extorsion donc il faut continuer la guerre. Leurs ressources minières. Mais ce qu'il faut faire, c'est imposer un rapport de force suffisant pour que Poutine, et comme vous le dites justement, est un tigre de papier. Il faut quand même savoir que ce tyran a sacrifié des centaines de milliers de jeunes Russes, de soldats russes, pour une conquête de 0,6% du territoire ukrainien dans l'année qui a précédé. C'est-à-dire qu'il envoie se faire tuer des centaines de milliers de jeunes Russes pour si peu de conquêtes, pour avoir le sentiment, en fait, d'être puissant. Cet homme-là, il n'y a aucun compromis possible. On l'a essayé pendant 20 ans, on a essayé de négocier avec cet homme-là. Donc ce que nous disons juste, c'est que si les Ukrainiens souhaitent l'arrêt des conflits, nous sommes là pour les soutenir. C'est le souhait des Ukrainiens. On voit ce que dirait Volodymyr Zelensky est prêt à négocier, mais il ne doit pas négocier avec un pistolet sur la tempe. S'ils souhaitent poursuivre la guerre, les Ukrainiens, pour récupérer leur territoire, il faut aussi les soutenir. Mais bien sûr. Y compris militairement. C'est une question de respect du droit international, de respect de l'inviolabilité des frontières. Et je veux juste rappeler des choses, parce qu'on entend beaucoup de choses dans le débat public, et notamment du fait des extrêmes droites qui répandent des mensonges sur le fait que, par exemple, la guerre en Ukraine serait responsable de l'inflation sur les produits agroalimentaires. Je veux quand même rappeler que l'inflation en France et en Europe a commencé en 2021. L'Ukraine, c'est février 2022. Que cette inflation était notamment portée par la croissance chinoise et qu'elle a été portée ensuite par des industries, notamment de l'agroalimentaire, qui ont fait des surprofits. Et le FMI a démontré que l'inflation sur les produits agroalimentaires était liée au surprofit des industriels. Donc il faut arrêter de raconter que c'est à cause des Ukrainiens qu'il y a de l'inflation. Deuxième chose, l'Ukraine. Deuxième chose, sur le coût que ça aurait pour les Français d'aider l'Ukraine. C'est 5 milliards d'aide française à l'Ukraine depuis 3 ans. Vous savez ce que c'est ? 5 milliards, le budget de l'État, c'est 300 milliards annuels. Donc il faut arrêter de raconter que l'Ukraine nous coûte cher, qu'on s'occupe de l'Ukraine avant de s'occuper des Français. Ça n'est pas vrai. Et en défendant l'Ukraine, on défend aussi nos intérêts. Est-ce que vous avez le sentiment que Donald Trump fait de la diplomatie ou plutôt de l'économie, enfin des affaires ? Puisqu'il y a le sujet des terres rares, de récupérer... S'il se comporte en affaires comme il se comporte là dans le dossier ukrainien, je ne préjuge pas de son succès. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure... Non, mais est-ce qu'il ne mélange pas tout diplomatie et business ? Oui, sans doute. Pour lui, le monde est un vaste jeu de Monopoly. Donc, Gaza, on peut en faire une Riviera, peu importe que des gens, en fait, y habitent, se battent pour leur droit à l'autodétermination. Tout ça ne compte pas pour lui. C'est une idée du libre marché qui colonise absolument tout son esprit et toute sa politique. Et c'est une idée à laquelle nous nous opposons. Nous voulons rappeler à Donald Trump qu'il y a quelque chose qui s'appelle le droit international et puis aussi le respect des peuples à disposer d'eux-mêmes. Quel est l'intérêt, selon vous, de Vladimir Poutine dans cette sortie de guerre qui pourrait se dessiner ? D'ailleurs, on parle des terres rares et lui-même, hier, a dit « Mais nous aussi, en Russie, nous avons beaucoup de terres rares avec des minerais précieux et nous voulons passer des contrats avec les Américains. » Qu'est-ce qui est en train de se passer, au fond ? Un renversement d'alliance. L'alliance de 2 oligarchies, l'une russe, l'autre américaine. Et vous savez, la compétition pour l'accès aux ressources, ça a toujours été la racine des conflits entre les peuples du monde. Bien sûr. Et le fait qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette planète, que le réchauffement climatique va rendre l'eau potable de plus en plus rare, pose encore plus le problème de la compétition pour l'accès aux ressources. Si on n'arrive pas à se répartir les ressources, notamment les ressources en métaux rares qui sont utilisés pour fabriquer nos téléphones, nos batteries de voitures électriques, etc., on va avoir de plus en plus de conflits et de guerres à travers le monde. Donc il faut arrêter d'aborder ce problème avec la logique du deal. On fait des deals entre amis, en l'occurrence entre régimes autoritaires. Il faut tous qu'on se mette autour de la table, qu'on regarde quelles sont les ressources disponibles et qu'on essaie de les répartir le plus équitablement possible. Donc l'inverse de ce que sont en train de faire M. Poutine et M. Trump, qui ne raisonnent que dans une logique d'oligarchie, une minorité qui s'enrichit au détriment de la majorité des êtres humains.
Alors dimanche, la CDU a remporté les élections en Allemagne. Il va y avoir un nouveau chancelier, Friedrich Merz. Ce sera lui qui sera aux manettes. Alors on ne sait pas quand, parce qu'il va y avoir des négociations. Est-ce que, c'est un nouveau départ pour l'axe franco-allemand, et on sait que Friedrich Merz est un atlantiste. Est-ce que pour les Européens, ça peut changer la donne ? Ce qui est surprenant, c'est que pour un atlantiste, il a tenu des positions jusqu'à présent les plus ambitieuses quand il s'agissait de défendre une défense européenne débarrassée de sa dépendance aux États-Unis. Les propos qu'il a tenus sur le fait qu'il fallait que l'Allemagne étudie une alternative au parapluie nucléaire américain et que cette alternative devait être française et anglaise, c'est inédit dans l'histoire de l'Allemagne, dans l'histoire de l'Europe. Donc moi je trouve qu'il y a un alignement des planètes, si je puis dire, entre la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, qui sont tous d'accord pour aller vers ce grand projet politique d'une défense européenne autonome, qui est un symbole extrêmement fort et un grand pas en avant dans la construction. Vous dites pour un atlantiste, il a tenu des propos étonnants, mais est-ce que ça n'est pas au fond que être atlantiste pourrait ne plus avoir beaucoup de sens aujourd'hui, compte tenu de ce que va peut-être devenir l'OTAN ? Je crois que l'OTAN... comme l'avait dit, je crois, Emmanuel Macron, est en état vraiment là de mort cérébrale, mais de mort clinique. Qu'est-ce que vaut aujourd'hui la protection de l'OTAN quand on voit ce que fait Donald Trump? Alors après, ça peut toujours changer, mais moi, vous savez, je crois que ce qu'on appelle l'Occident n'existe plus. L'Occident, c'était les États-Unis, l'Europe, et puis aussi la Corée du Sud, le Japon. Bref, ça n'a aucune cohérence culturelle. Si on pense que l'Occident, ce sont les démocraties, ça n'a pas de cohérence non plus, puisque l'Afrique du Sud ou l'Inde sont aussi des démocraties. Et l'Occident a toujours été un concept géopolitique qui maintenait l'Europe dans une position subalterne par rapport aux États-Unis. Et aujourd'hui, il faut l'affirmer, il n'y a pas d'Occident. Il y a les États-Unis d'un côté et il y a l'Europe de l'autre. C'est pas pareil, c'est pas le même modèle. Et c'est pas les mêmes intérêts non plus. Et donc on a vraiment là une opportunité, à travers cette crise majeure, de faire entendre une voix européenne singulière et forte, qui est, je crois, beaucoup attendue par des tas de pays dans le monde qui sont brutalisés aussi par l'administration Trump. Je pense par exemple au Mexique ou au Canada. Le Premier ministre François Bayrou n'a pas caché sa colère après l'attaque au couteau qui a été d'ailleurs qualifiée de terroriste islamiste à Mulhouse par un ressortissant algérien qui a fait un mort et 2 blessés samedi. Le gouvernement a révélé que l'Algérie avait refusé à de très nombreuses reprises d'accorder le laissez-passer consulaire nécessaire au renvoi de cet homme dans son pays. Et François Bayrou donc estime, je vais le citer, qu'il faut, a-t-il dit, prendre les décisions pour que le gouvernement et les pouvoirs publics algériens comprennent quelle est la détermination de la France. Est-ce que vous êtes favorable à une plus grande fermeté de la France dans cette affaire des OQTF et des laissez-passer consulaires à l'égard de l'Algérie ? Moi, je suis favorable à ce qui fonctionnera. Et je ne suis pas sûre que face au gouvernement régime algérien, la stratégie de la confrontation fonctionne, en fait. Parce que eux, ils n'ont rien à perdre. Ils ont fait de la colère envers la France un moteur politique. Et donc, il faut voir ce qui fonctionne. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Je ne suis pas sûre, par exemple, que le discours de certains politiques, Bruno Retailleau ou à l'extrême droite avec Sarah Knafo, qui dénoncent, par exemple, l'accord franco-algérien qui, soi-disant, donnerait des avantages indus à l'Algérie, alors que c'est pas vrai, parce que cet accord a été vidé de son contenu dès les années 70, 80, etc., et qu'aujourd'hui, il n'offre pas aux Algériens des droits exorbitants par rapport aux autres étrangers en France. Alors, qu'est-ce qui marcherait ? Ce qui marche, c'est la négociation, de comprendre pourquoi les choses bloquent. Moi, je suis pour, effectivement, qu'on fasse respecter le droit français, que quand un individu dangereux est frappé d'une obligation de quitter le territoire, il puisse être expulsé. Je crois que c'est ce que les Français souhaitent. Oui, mais si l'Algérie ne veut pas récupérer ses ressortissants... Je ne suis pas sûre que la stratégie de la confrontation soit uniquement la bonne. Il faut aussi faire de l'aide. Est-ce que le Parti socialiste, là-dessus, on sent quand même un silence embarrassé de la gauche sur ce sujet-là? Est-ce que ce n'est pas déroulé un tapis rouge à la droite et à l'extrême droite en étant un peu absent à la fois des propositions et des solutions? Vous savez, la réaction de l'Algérie contre la France aujourd'hui provient aussi du fait que la France et le président aient pris une position favorable au Maroc dans l'affaire du Sahara oriental. C'est ça qui a fait complètement dérailler. Donc, celui qui porte la responsabilité de la situation présente, c'est bien Emmanuel Macron par ce choix. Elles n'étaient déjà pas fabuleuses, les relations, mais enfin, elles se sont détériorées. Elles n'ont jamais été fabuleuses. C'est un peu tendu. Dernière question.
question. Avant-dernière, peut-être même. Ah, vous voulez y revenir? Non, mais parce qu'il y en aura peut-être Non, encore parce une autre. qu'il nous reste que quelques minutes et j'aimerais que... On sent des tensions entre François Bayrou et le Parti socialiste. Il y a eu des échanges un peu acides, à la fois parce que le PS avait déposé cette motion de censure sur les valeurs à cause de la submersion migratoire que n'avait pas supporté le Parti socialiste. Et là, vous brandissez un peu encore une menace de motion de censure. Finalement, le pacte de non-agression ne tient plus. Mais il n'y a jamais eu de ce qu'on appelle le pacte de non-censure, ce qui était notre volonté au départ, de façon constructive et dans une période assez particulière pour notre pays. Nous avions proposé la négociation d'un pacte de non-censure. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un pacte de non-censure? C'est comme un accord de coalition en Allemagne. Il faut qu'il y ait des mesures, et des mesures de notre programme, celui du nouveau Front populaire, qui était arrivé, je le rappelle, premier à l'issue du second tour, soit reprise. Or, rien n'a été repris, donc il n'y avait pas de pacte de non-censure. Du coup, la censure peut intervenir à tout moment. Oui, nous avons refusé de censurer sur le budget pour donner un budget à la France, mais ça n'est pas pour autant que nous soutenons ce gouvernement. Nous sommes dans l'opposition, nous pensons qu'il est illégitime, que c'est un gouvernement qui rassemble tous les perdants et qui coalise tous les perdants aux dernières élections législatives. Et je trouve que c'est particulièrement choquant. Je vois que le président de la République félicite Friedrich Merz, qui est arrivé en tête des élections allemandes, avec 33% des sièges. Le nouveau Front populaire a 33% des sièges à l'Assemblée nationale. Et Emmanuel Macron, à l'époque, n'avait pas jugé bon de même envisager qu'il puisse de la gouverner. coalition gouvernementale, contrairement à la France. Pendant le débat sur cette motion de censure pour l'emploi du terme donc de submersion migratoire, les élus socialistes ont été énervés par certains propos de François Bayrou, qui a parlé de motion de censure à blanc, et ils ont quitté l'hémicycle. Et le premier secrétaire a dénoncé, je vais le citer, une dérive trumpienne chez François Bayrou. Vous croyez vraiment que ce parallèle soit pertinent? Pas l'impression que le trait est un petit peu forcé? De façon plus large, nous dénonçons une dérive trumpiste du débat public parce que nous voyons que trumpienne puisque c'est ce qu'a dit beaucoup de notre personnel politique ici François en France Bayrou relaie les obsessions de Donald Trump, de son affilié Elon Musk. Et vous savez, le mépris n'est jamais une bonne chose dans la vie et comme en politique. Et M. Bayrou en a fait preuve à notre égard lors de la discussion de la motion de censure qu'il le visait. Plutôt que de débattre du fond, il a choisi de nous humilier. Et quand on sait qu'on a empêché la censure de son gouvernement au moment du budget, je pense que ça n'est pas quelque chose de très intelligent de sa part. Ça fait pas un peu cours de récréation quand même? Il a dit ça, c'est lui qui a commencé. Voilà, c'est pas une cour de récré? Juste une réponse plutôt oui ou non? Non, je crois pas. Non. Voilà, c'est fini. Vous savez très bien que c'est moi qui veille sur l'horloge. Vous avez raison, parce que jalousement. Merci. Merci à vous, merci à Flore Simon et à Camille Néran pour avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. À très vite.